Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Codaléa. J'espère que vous allez bien et je vous propose dans cette vidéo que l'on fasse mon bilan lecture du mois d'août. Vous allez voir, c'est assez rapide. Avec au programme la lecture que j'ai terminée, donc je n'ai terminé qu'un roman, et aussi le livre dans lequel je suis encore maintenant. Et je vais commencer par vous parler du tome 2 de Téméraire, Le Trône de Jade, c'est de Naomi Novik, et vous pouvez trouver ça chez Pocket ou au Pré au Clair. Alors si vous me suivez depuis quelques années, vous avez peut-être déjà vu mon retour sur le tome 1 de Téméraire que j'avais lu et même relu il y a quelques années. Donc vous savez peut-être que j'entretiens un rapport assez ambivalent par rapport à cette saga. Et en gros, pour la faire brève, il s'agit d'une saga fantasy qui se passe à l'époque de Napoléon, donc les batailles napoléoniennes, mais imaginez notre monde, donc avec Napoléon, les guerres, etc. Européennes, mais avec des dragons dedans. Donc chaque nation européenne a ses propres dragons qu'ils utilisent entre guillemets tout simplement pour faire la guerre. Donc les dragons dans cet univers-là sont des êtres intelligents qui sont doués de paroles, qui réfléchissent, qui ont des systèmes de famille, etc. Donc ce sont pas non plus juste des animaux lambda, on va dire. Et nous commencions donc le premier tome avec l'interception d'un navire français, donc qui revenait vers la France, et qui cache un œuf de dragon extrêmement spécial, qui était en fait un cadeau de l'empereur de Chine à Napoléon, et comme donc ce bateau se fait arraisonner par les forces anglaises, la marine anglaise récupère donc le bateau et donc l'œuf, et de cet œuf éclot un dragon exceptionnel que donc le capitaine du bateau, qui va appliquer une sorte d'impression sur le nouveau-né, va appeler Téméraire, en fait comme tout simplement on peut appeler un nouveau bateau. Et donc Lawrence, donc ce capitaine de bateau anglais, va être vraiment poussé de force en fait à intégrer les corps, c'est-à-dire le contingent aéroporté donc de dragons, qui est vraiment en fait un espèce de microcosme en lui-même, et qui voit les choses de manière assez différente par rapport à l'armée en général. Et lui va commencer donc à apprendre ce nouvel environnement avec ce nouveau-né, donc Téméraire, qui va grandir. Et donc ça fait l'objet du tome 1. Là, nous commençons donc le tome 2, le Trône de Jade, au moment où, en fait, l'empereur de Chine donc a appris que son cadeau pour Napoléon n'est pas arrivé à bon port, et il envoie un ambassadeur, donc son propre frère, si je dis pas de bêtises, pour réclamer des comptes donc à la couronne britannique, puisque en fait ce dragon ne leur était pas destiné, et ils veulent récupérer Téméraire, qui est devenu adulte entre-temps, qui s'est attaché à Lawrence et qui en fait a déjà commencé son service au niveau des corps britanniques, à combattre les Français et les dragons français, et il va se jouer à ce niveau-là donc une espèce de guerre à trois entre la Chine, l'Angleterre et la France, pour savoir qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de cette situation et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de Téméraire. Voilà, ça c'est le pitch général. Maintenant je vais un petit peu plus parler de ce que j'en ai pensé. Alors si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que j'ai un petit peu un problème avec cette saga-là, c'est que d'un côté, elle me dit de ouf, je veux dire, on me dit, bon écoute, c'est les batailles napoléoniennes avec des dragons, je dis, tais-toi, je signe où, je veux lire. Et de l'autre côté, j'avais été extrêmement déçue par des faiblesses que j'avais trouvées dans l'écriture du tome 1, notamment le fait que l'autrice insiste, mais quand je dis insiste, c'est pas juste insiste, c'est que elle répète toutes les 2 pages tout ce que bouffent les dragons. On connaît par le menu, je suis sûre qu'on pourrait faire un recueil et un inventaire de tous les bœufs, les thons, les moutons, tout ce que mangent les dragons. Je suis sûre qu'on pourrait en faire un inventaire détaillé, et ça m'avait saoulé, ça m'avait vraiment sorti du bouquin jusqu'à me faire vraiment lever les yeux au ciel, me dire mais comment ce genre de truc peut passer auprès d'un éditeur et dire bon c'est un peu redondant quoi, mais bon apparemment c'est passé. Soit dit en passant, là j'étais vraiment très curieuse, j'hésitais vraiment à lire la suite parce que j'avais peur de retomber encore dans ces mêmes travers, et malgré le fait que vraiment l'univers, le personnage de Téméraire que j'aime vraiment beaucoup, j'avais vraiment envie de connaître la suite, même si voilà, comme je vous disais, j'étais un peu refroidie à l'idée de peut-être de retomber dans les mêmes trucs qui me saoulaient. Et je ne sais pas pourquoi, en ce mois d'août, fin juillet je crois, je me suis dit tiens, je me lirais bien le tome 2 de Téméraire, alors que c'était pas du tout prévu dans ma pile à lire de l'été, mais bon voilà, je fais comme les envies viennent. J'ai commencé à le lire, et alors, juste pour vous expliquer un petit peu, je pense que c'est assez parlant par rapport justement à ce que j'ai pu en penser de ce tome-ci, c'est que donc la première partie du livre, j'ai mis 1 mois à la lire. Donc c'était difficile. Et la deuxième partie du livre, j'ai mis 2 jours à la lire. Voilà,
ça vous donne déjà un indice de ce que j'ai pu en penser. J'ai vraiment cru que j'allais abandonner ce livre à peu près à la moitié. Il s'en est vraiment fallu de peu, hein. J'étais vraiment à ça de l'abandonner. Dans les 50%, j'étais à peu près à la moitié du bouquin. Donc, comme je vous disais dans ce début de roman, donc l'ambassadeur de Chine, qui est autre que le frère de l'empereur de Chine, arrive en Angleterre, réclame qu'on lui rende Téméraire, puisque il n'était pas destiné donc à la couronne britannique, il a été volé selon eux, et il réclame donc que le dragon leur revienne, en sachant que le dragon, comme je vous disais, il a grandi, il a tissé des liens, il est devenu adulte en fait, et il est hors de question pour lui de laisser tomber donc l'homme auquel il est relié intimement, enfin pas intimement, ils font rien entre les deux, je veux dire, mais il est vraiment relié, il y a une relation très très forte entre les deux, et Lawrence accepte d'emmener Téméraire en Chine pour être présenté donc à l'empereur de Chine et essayer de démêler cette situation. Donc toute la première partie du livre, imaginez quand même une traversée donc en bateau qui va de l'Angleterre, qui descend tout le long de l'Afrique et qui passe sous le cap de Bonne-Espérance et qui part vers la Chine. C'est extrêmement long et j'ai trouvé cette partie-là longue. Je pense que j'étais vraiment, comme je vous disais, à ça de fermer le bouquin et de prendre autre chose. Et il s'avère que justement, après à peu près 50% du bouquin, il a commencé à se passer des choses, à recapter mon attention. Parce que avant c'était chiant, c'était juste chiant comme la pluie et il se passait rien et en même temps il se passait 2-3 trucs qui fait peut-être que voilà il va se passer quelque chose et en fait non pas vraiment. Donc après 50% il y a un truc, il y a un déclic et peut-être parce que il commence à y avoir justement des choses un petit peu mystérieuses qui se passent où du coup il y a des choses qui tirent notre attention comme ça. Et là, j'ai trouvé ça plus intéressant, et là, comme je vous disais, en 2 jours, j'ai bouffé le reste du bouquin, alors que, franchement, j'y croyais pas. Que vous dire sinon, par rapport donc à ce que j'avais vraiment détesté dans le premier tome, il y en a moins. Je vais pas mentir, il y en a moins, même s'il y en a encore. Il y en a moins, donc ça passe un petit peu plus facilement. Le seul truc où je me suis rendu compte, qui m'a aussi saoulée, c'est que je me suis rendu compte que je n'accrochais pas au personnage principal de Lawrence. Lawrence, je le trouve... C'est peut-être juste moi qui n'aime pas son personnage, quoi, c'est tout, mais voilà, comme c'est un homme de la marine, donc c'est quelqu'un qui est très strict, qui est très droit, qui est très guindé, qui est très rigide, et je trouve que justement comme le roman est fait donc à travers ses yeux, enfin on n'est pas dans la première personne du singulier, mais c'est une narration à la 3e personne où on est en fait vraiment dans ses bottes, et ce qui fait que je trouve que du coup l'écriture est à l'image de son personnage principal, elle est, je trouve, rigide. Elle est assez gardée et je trouve que ça manque de sentiments, ça manque de quelque chose qui moi m'a vraiment manqué et peut-être aussi le fait que donc toute la première partie du bouquin se passe sur un bateau où quand on n'a pas forcément le vocabulaire de la marine, moi je connais bâbord, tribord, la proue, la poupe, ok, mais vraiment du coup ça m'a fait apprendre sans doute des mots que j'ai déjà oubliés, hein, mais je veux dire on a un vocabulaire très très poussé de la marine où ils vont pas forcément vous expliquer ce à quoi correspond les haubans, les trucs et les machins, le pont de misaine, enfin bref voilà. J'ai pas trouvé ça très pédagogique malheureusement, après c'était peut-être pas le but, hein, c'est tout à fait valable, mais je trouve que que moi ça m'a aussi empêché de rentrer dans le truc, avec en plus, comme je vous disais, cette écriture qui est lourde, cette écriture qui est vraiment rigide à l'image de son personnage principal. Et autant j'adore Téméraire, il a une fraîcheur, il a un côté un peu, il découvre aussi plein de choses dans ce tome-là. C'est ça aussi que j'ai vraiment apprécié dans la 2e partie du livre, c'est que on arrive en Chine, Téméraire découvre comment les Chinois réagissent par rapport aux dragons, comment ils vivent avec les dragons, ils vivent d'une façon complètement différente, ils considèrent les dragons d'une façon complètement différente par rapport à la façon dont considèrent les Anglais leurs dragons. Voilà, ce côté-là était vraiment passionnant et je me demande mais pourquoi est-ce qu'il y a 2 facettes dans ce bouquin, pourquoi est-ce qu'on passe vraiment d'un truc soporifique à quelque chose qui est vraiment poignant, quoi. J'ai terminé ce bouquin-là avec ce côté, putain, mais si les 50 premiers pourcents avaient été plus palpitants, je pense que j'aurais peut-être enchaîné avec le 3. J'ai pas encore commencé le 3 parce que je suis encore dans ce côté un peu épidermique de ma lecture du tome 2.
Je pense que je le lirai un jour, je ne sais pas quand, peut-être que voilà, ce sera quand ça me prendra comme ça a été pour le tome 2. Alors si vous l'avez lu, si vous avez peut-être un autre avis par rapport à Téméraire, si vous voulez par exemple me conseiller la suite ou ne pas me conseiller la suite, je ne sais pas, laissez-moi un petit commentaire là-dessous, je serais vraiment en fait curieuse de savoir ce qui vous a plu dans cette saga, et est-ce que par exemple les points qui moi m'ont vraiment... où il y a eu de la friction, où il y a eu vraiment du blocage de mon côté, est-ce que vous, ça vous a... je sais pas, ça vous a gêné ou pas. J'aimerais vraiment savoir, vous, votre avis et votre ressenti par rapport à cette saga, parce que je sais toujours pas sur quel pied danser. Il y a plein de choses que j'aime beaucoup, justement, tout le travail, en fait, de l'univers par rapport aux dragons. Je trouve qu'il y a un travail exceptionnel par rapport, justement, à l'élaboration des dragons, etc. Mais par contre, il y a plein de choses qui, pour moi, pêchent énormément et qui peuvent faire pencher la balance de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est le livre que j'ai lu essentiellement au mois d'août. Si vous avez vu mon ancien point lecture, vous avez vu que j'ai également commencé ce livre-ci, Les Noces de la Renarde de Florian Soulas. Ceci est aux éditions Scrinéo. Il se trouve que j'avais commencé les deux bouquins en même temps. J'avais commencé donc ce livre papier là, je crois que j'avais lu une quinzaine de pages, donc de Florian, et j'avais commencé à lire le Téméraire à côté. Et il se trouve que même si j'ai commencé 2 livres en même temps, j'ai du mal à lire 2 livres en même temps. Je sais pas, ça dépend vraiment des périodes. Il y a des fois où j'ai aucun souci et il y a des fois où ça le fait pas. Et là vraiment, j'ai senti qu'il fallait que je me concentre sur Téméraire, sinon j'allais le laisser tomber. Et je pense que c'est sans doute ce qui s'est fait. Et j'ai laissé donc les Noces de la Renarde pour quand j'aurai terminé Téméraire. Et c'est ce que j'ai fait, donc j'ai repris les Noces de la Renarde une fois que j'ai terminé donc le Trône de Jade. Et je peux vous dire que j'ai commencé à lire ça vachement plus vite que Téméraire. Je le bouffe, ça fait une semaine que je l'ai repris, et en gros j'ai lu plus de 200 pages en une semaine, ce qui est pour quelqu'un qui lit à mon rythme assez... c'est un rythme un peu plus effréné. Donc les Noces de la Renarde, de quoi ça parle? Nous avons en fait 2 intrigues que nous suivons en même temps. Nous avons une intrigue qui se passe au 15e siècle, donc au Japon, et nous avons une intrigue qui se passe en 2016 à Tokyo. Donc nous suivons Hikari, qui est une kitsune et qui vit avec ses sœurs, comme elle les appelle. En fait, c'est sa tribu, hein, donc ce sont des femmes qui vivent ensemble, et donc qui sont, je pense, a priori, qui sont toutes donc des femmes renardes, et donc qui ont des pouvoirs particuliers. Ce sont des femmes, ce sont des créatures magiques qui vivent au milieu de la forêt, et qui vivent non loin d'un village humain, avec lequel, en fait, elles entretiennent une relation un peu de loin, on va dire, parce que on ne se mélange pas, hein. Sauf que Hikari a une curiosité qui la pousse à s'intéresser aux humains, parce que ces humains l'intriguent, et ces humains attisent sa curiosité, contrairement aux autres kitsune, donc de sa tribu, qui, elles, considèrent qu'elles sont supérieures et qu'elles n'ont absolument rien à faire, à frayer avec une bande d'humains. Et donc on a ce côté-ci, donc au 15e siècle, il va se passer pour l'instant plein de choses ensuite dont je ne peux pas vous parler puisque je ne l'ai pas encore lu, hein, j'en suis qu'à 200 pages sur presque 600, hein. Et nous avons de l'autre côté, donc en 2016, nous suivons Mina, qui est une jeune lycéenne, l'archétype de la lycéenne très très timide, qui rase les murs, qui a ses cheveux là devant sa tronche, parce que elle essaye d'éviter le contact avec tout le monde, et notamment parce qu'en fait Mina a un pouvoir, le fait de voir les esprits. Elle arrive à voir les esprits, c'est-à-dire les yokai, et elle arrive aussi à voir les fantômes, et en fait elle essaye de faire en sorte que justement notamment les fantômes ne remarquent pas qu'elle les voit, parce que sinon ils lui collent au basque et ils vont essayer d'interagir avec elle, et elle ne veut pas, et elle considère en fait ces facultés-là comme une malédiction, et on sent que donc elle va faire des rencontres, elle va faire aussi une introspection et une petite enquête personnelle, puisque elle va partir à la recherche de l'identité de son père. Elle connaît son père, son père est mort quand elle était très jeune. Elle sent qu'il y a quelque chose, que son don lui est peut-être venu de son père, sauf qu'elle ne sait rien de plus de lui, et donc elle va partir vraiment dans une quête d'acceptation de son don et d'acceptation d'elle-même en fait, et d'essayer de faire en sorte que ce qu'elle considère comme une malédiction peut être en fait utilisé à bon escient. Voilà, ça c'est vraiment juste la base, et je dois dire que j'apprécie toujours autant la plume de Florian. L'ambiance est évidemment très très différente par rapport à Rouille, le rythme aussi est très différent par rapport à Rouille,
parce que Rouille c'était vraiment mené tambour battant. Mais nous avons ici en fait un roman qui est plus justement à l'image de ce qu'on peut trouver au Japon, donc c'est-à-dire un rythme différent, quelque chose qui prend plus son temps, qui est plus dans l'expérience du moment, etc. Et moi perso, je sais que ça peut peut-être déstabiliser des gens qui recherchent quelque chose qui se rapproche de Rouille, mais voilà, ce n'est pas du tout le cas, et je pense qu'il faut juste accepter que voilà, c'est juste une expérience différente, ça peut pas être la même chose que Rouille. Alors pour tout vous dire, j'avais peur de lire ce livre parce que déjà Floriane c'est une très bonne amie à moi, que j'avais adoré Rouille, vraiment ça avait été un coup de cœur, et un coup de cœur que j'avais eu alors que j'avais pas eu de coup de cœur depuis longtemps. Et donc on a toujours un petit moment de panique quand on va lire un deuxième livre en se demandant est-ce qu'on va autant l'aimer, est-ce qu'on va l'aimer différemment, est-ce qu'on va moins l'aimer peut-être. Et j'avais cette idée vraiment farfelue que vu que ça se passe au Japon, ça allait moins me parler, alors que je suis habituée à regarder des dramas, voilà, j'ai lu des mangas, il y a aucune raison pour laquelle ça pourrait pas me parler, ça pourrait pas me plaire, mais j'avais cette espèce d'appréhension idiote, en fait, avant de commencer le bouquin, de me dire que j'allais pas tout comprendre, que ça allait être quelque chose de tellement différent que j'allais pas accrocher, en fait. Et en fait, non. J'ai complètement accroché, parce qu'on est dans quelque chose, même si c'est un folklore que je connais que de vue ou que de nom, hein. Je veux dire, les yokai je connais, mais voilà, je n'ai pas une connaissance vraiment hyper poussée, hyper acérée du folklore japonais, mais je pense que j'ai quand même quelques notions qui fait que je suis pas perdue. Étrangement, en fait, ça m'a aussi fait penser, il y a, je sais pas comment expliquer ça, mais par exemple, notamment Mina, donc toute la partie qui se passe donc en 2016, ça m'a raccroché à quelque chose que je connais, que j'aimais beaucoup, en fait, c'est Grimm. Alors vous allez me dire, mais ça a aucun rapport. Ça a aucun rapport, et en fait un petit peu si, puisque la série, je sais pas si vous connaissez la série Grimm. Donc c'est une série où donc le personnage principal est en fait issu d'une famille qui lui permet en fait d'avoir des pouvoirs. Il arrive à voir ce que les autres ne voient pas, donc il arrive à voir le vrai visage des Wesen en l'occurrence dans Grimm. Et en fait ce sont des créatures qui essaient de se faire passer pour des humains et qui sont en fait des créatures folkloriques ou mythologiques. Et là c'est un petit peu pareil, puisque nous avons Mina qui a ce pouvoir là et qui n'en veut pas au début et qui en fait essaie de s'en protéger, elle essaie d'éviter tous les contacts, et elle a justement le pouvoir de voir en fait au-delà de ce que voient les humains normaux, et donc il y a cette espèce de monde dans lequel elle trempe une jambe en fait, où elle a cette faculté de voir ce que les autres ne voient pas. Et je pense que c'est ça qui fait que j'ai aussi encore plus accroché à ça, d'une part parce que l'intrigue est intéressante, les personnages sont intéressants, et puis bon, c'est extrêmement bien écrit, mais il y a eu ce côté-là aussi, je me suis dit, en fait, ça aurait pu être du Grimm au Japon, avec la culture et le folklore japonais, quoi. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous en dire, j'en suis donc, comme je vous disais, à 220%, n'importe quoi, 220 pages sur presque 600. Ça se lit extrêmement facilement, et je pense que je vous donnerai mon avis final, je suis sûre, hein, dans le prochain point lecture, puisque vu le rythme auquel je bouffe ce livre, je pense que ce sera fini, donc fin septembre, j'aurai sans doute le temps de commencer un autre bouquin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je pensais que ça allait être une vidéo courte, puisqu'il n'y a que 2 livres, et en fait, comme d'habitude, je blablate plus qu'il n'en faut. Voilà, si vous avez lu l'un de ces livres, ou même les deux, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en avez pensé. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire là-dessous, je serais ravie de vous répondre et qu'on échange là-dessus. Voilà, donc on se retrouve le mois prochain pour le prochain point lecture, et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellents films, d'excellentes séries, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!